Tu peux y aller. C'est. Really? Oui, oui, Really? c'est live. C'est live. Wow! Bonjour à tous et à toutes. Fantastique journée. On se retrouve encore sur une conférence pour s'éduquer et s'informer. En tout cas, félicitations à l'équipe du Hackfest. C'était une merveilleuse organisation. Et quand je parle d'organisation, là, tout mettre ça sur pied, s'assurer que tout fonctionne sans trop d'anicroche. C'est toujours le stress qui est avant et pendant l'événement. Félicitations à l'équipe. Je crois que ça va bien de cette façon-là. Tous et chacun, je suis content de vous retrouver ici. C'est juste triste qu'on ne puisse pas se retrouver face à face parce qu'on sait très bien que les échanges en visuel, c'est toujours mieux. Mais on va prendre quelques minutes pour jaser justement des perspectives d'avenir et surtout les perspectives de carrière qui peuvent se retrouver devant nous lorsqu'on veut s'adonner à aller en cybersécurité. Il y en a qui sont déjà dans le domaine, parfait. Il y en a qui sont peut-être sont ambivalents à décider s'ils s'en vont dans cette direction-là. J'aimerais vous accompagner ici dans les prochaines 30 minutes à vous amener à voir clair parce qu'il y a des nouveaux programmes que je vais vous annoncer, du moins un aujourd'hui, que ça n'a pas fait trop de vagues encore, mais vous allez avoir en primeur cette annonce-là. Donc, je parle à voir un peu là, quels sont les profils, parce qu'il y a vraiment deux tracks qu'on peut prendre en cybersécurité, puis ça, c'est depuis longtemps que c'est placé comme ça. Vous avez une track qui est la longue track, ceux et celles que je pense autour de nous, on la prend et ça prend vraiment du temps et, pour s'y faire. Et après coup, ben, il y a une deuxième track qu'on va voir des fois que pas trop recommandé, mais c'est possible de prendre ce chemin-là. Alors, ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Steve Waterhouse. Je suis un consultant en cybersécurité. J'ai évolué avec la Défense nationale pendant 23 ans, à titre de militaire, à titre d'employé civil, refait des architectures, été fantassin comme casque bleu au Moyen-Orient. Et après ça, ben, dans les années 90, comme vous le savez, la réseautique s'est implantée un peu partout, dont à la Défense. Là, ils cherchaient des gens pour être capables de s'occuper de ça. Puis comme j'avais le background technique, la formation, j'ai été volontaire, je me suis présenté et voilà. Je me suis retrouvé à gérer le réseau du quartier général à Montréal. Et après ça, lorsqu'on a déménagé, je suis devenu de facto celui qui gérait la base de Montréal de 5000 usagers, 25 sites au complet à travers le Québec. C'était assez phénoménal. Et après ça, j'ai refait le Collège militaire royal de Saint-Jean en 2000 jusqu'à 2009. Fantastique, épopée, d'être capable d'avoir un chèque en blanc et de monter des réseaux informatiques comme on le pense. Vraiment, là, la salle des serveurs jusqu'aux salles de télécom, fantastique projet. Ça m'amène de poursuivre toutes ces expériences-là, autant que j'ai travaillé dans le privé aussi, à enseigner, puis après ça, porter cette expérience-là avec vous autres. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, on a deux avenues possibles d'être capable de se former en cybersécurité. Une qui, on peut l'appeler légale, oui. L'autre, on peut l'appeler peut-être moins légale, illégale que parfois. Donc, on va aller explorer les deux chemins. Et c'est là qu'avec cette information-là, j'espère que ça va vous donner les éléments nécessaires pour être capable d'en faire le bon choix. Un peu de statistiques pour commencer. On voit que dans les aujourd'hui, bien évidemment, c'est des données de 2016 comme on voit à l'écran, mais ça donne le topo pareil. Parce qu'on va voir, il y a des stats qui vont suivre sur la situation actuelle. En 2016, il anticipait justement donc qu'il y aurait du vol d'informations, même en 2014, de 1 milliard de dollars. Puis on a vu avec les dernières fuites d'informations en province comme au pays ou à travers le monde, comme quoi que c'est une réalité et ça ne changera pas demain matin. Puis on le sait pourquoi. Les réseaux informatiques, je devrais dire les systèmes où est entreposées les données, ben, sont mal entretenus, sont mal conçus, sont mal supervisés, ce qui fait en sorte que les leaks y arrivent assez souvent. Ensuite de ça, 97% qui ont été recensés à ce moment-là croient que c'est des Advanced Persistent Threats, donc des menaces avancées persistantes, la bonne traduction, qui vont faire en sorte que c'est une menace vraiment à notre économie, à notre intérêt national. D'ailleurs, je vais parler pas du rapport, mais de l'évaluation des menaces et de cyber-risques qui est sorti cette semaine par Ottawa du Centre de cybersécurité du Canada, qui vient en plus appuyer ça. Puis là, on est 4 ans passé qu'est-ce qui est la statistique à l'écran. Donc, ça vous donne l'idée. Donc, la menace à gauche, et après ça, les professionnels de la cybersécurité, qui est décrit avec les paquets de chiffres qui est là, comme quoi que ça n'en est vraiment pas suffisant. Nous ne sommes pas assez de personnes pour être capables de suffire à la demande. Fait que l'offre, elle est là, la demande est manquante. Allons voir davantage. En 2019, donc,
J'ai oublié de changer 2016 en haut, je viens de le réaliser, désolé. Donc, il y a vraiment une grosse différence, une dichotomie entre qu'est-ce qui est le besoin, qu'est-ce qui est offert sur le marché. On voit dans le bas ici 3 raisons. 3 reasons cybersecurity pros are changing job. Pourquoi que le professionnel de la cybersécurité changerait d'emploi? Bien, là-dessus, 82% ont des meilleurs incentives financiers. Et c'est réel. J'en ai un exemple qui s'en vient vous montrer à quel point que l'échelle salariale est qui frôle le ridicule pour la spécialisation que demande le professionnel en cybersécurité. Parce que ce n'est pas juste de dire le gars, il sait ou la fille sait comment cliquer, faire des mises à jour. C'est pas ça de faire un job de cybersécurité. C'est bien au-delà. Et c'est ça qu'on va explorer. Parce que justement, beaucoup d'employeurs, beaucoup de dirigeants d'entreprise ou de superviseurs dans les paliers de gouvernement, malheureusement, ils ont cette vieille préconception de ce que c'est la personne en cybersécurité. Que, la science infuse connaît tout, parce que tout le monde qui a des problèmes vont le voir. Mais après ça, quand tout va bien, ben, il ne sert à rien. Ils vont le laisser, ils vont l'appeler à temps partiel, ils vont aller en impartition, des choses comme ça, qui est complètement une réalité erronée. Alors, comme on le sait, les cyberattaques sont en augmentation. On le voit, il y a des reportages justement par Hugo Jonca, le Journal de Montréal, depuis la semaine et demie, qui rapporte des cas de ransomware, comme Damien en parle dans son talk, sur la prévalence de ces attaques-là. Puis je donne une explication pour vous autres, pourquoi il y en a de plus en plus de ce temps-ci. Et de ça, ben, c'est oui, beaucoup de cybercriminels qui s'y adonnent. Puis je l'ai dit souvent sur tous les médias, j'en ai pu parler dans les derniers mois. Il n'y a pas de PCU ailleurs dans le monde. On a un régime fiscal très généreux ici en province et en pays qui fait en sorte que les autres à l'extérieur l'ont spoté aussi et par l'utilisation des technologies modernes, ben, ils viennent nous visiter. Puis eux autres aussi, ils veulent collecter d'une certaine façon la PCU. Donc, c'est pour ça qu'en représentation primaire, on a les cybercriminels. Et on va regarder parce qu'en 5e point, les États-nations, c'est quand même une réalité parce que toutes les institutions de recherche présentement font l'objet d'attaques par des États-nations pour se faire voler, encore une fois, la recette magique du vaccin, si ce n'est pas, encore une fois, le travail des scientifiques. Donc, tout ça mélangé fait en sorte qu'il y a un bon pot de gens qui sont intéressés à venir chercher nos données, notre façon, infecter, pour ne pas dire déranger notre façon de vivre. Et quand on regarde comment est-ce que les attaques sont lancées, ben, on n'est rien de surpris, de surpris que ce soit du social engineering. On le sait très bien, ça rentre la majorité des ransomware par un courrier électronique qui incite la personne à cliquer et s'investir à ce qu'elle active le code malicieux. Hein. C'est toujours une macro-fonction dans un document Office qui appelle la malice, download ça à travers même un channel Tor et après ça, s'exécute à l'intérieur pour crypter l'information. On l'a vu récemment, encore une fois, de toutes sortes de façons. Et de cette manière-là, s'il n'y a pas un suivi adéquat avec les gens à l'intérieur de l'organisation, c'est-à-dire une sensibilisation et une éducation, ben, c'est certain que c'est à recommencer. Puis regardez la STM, qu'est-ce qui est arrivé? Tant mieux, ils n'ont pas payé rançon. Ça, c'est une décision d'affaires, de gestion de risque. Et ça les a coûté 2 millions. Fait que ça aurait été mieux d'investir 2 millions avant qu'il arrive un incident. Ça, c'est des leçons à apprendre et à appliquer. Fait que donc, comment ça prend de temps à avoir quelqu'un, un professionnel de la cybersécurité, accéder à sa fonction? Donc, il y en a qui mentionnent à 26%, ça prend moins de 2 semaines. Ça va être sûr avec beaucoup d'expérience. Mais après ça, 35% du temps, 3 mois, mais gardez 38% plus 6 mois et plus, et 42% ne peuvent pas aller trouver des gens pour faire la job. Fait que c'est pas moi qui l'invente, ça a été documenté encore là avec beaucoup d'échantillonnage qui nous amène sur le marché. Et encore plus, je vous dirais, ici au Québec, parce que déjà là, on a une barrière aussi avec la langue. Beaucoup, je ressens aujourd'hui, qui ont une difficulté avec l'apprentissage de l'anglais pour le travail qui est à exécuter. Et ça, c'est souvent un gros empêcheur, excusez de dire ça comme ça, mais c'est un empêchement majeur pour bien du monde. Alors qu'en anglais, donc dans le calendrier anglophone, aux États-Unis, par ailleurs dans le monde, bien, ça roule un peu plus. Mais il reste toujours bien que de la matière, la documentation, elle est de plus en plus disponible dans notre langue de travail, mais il faut quand même être réaliste que d'aborder l'anglais, bien, ça donne déjà là l'avantage de comprendre beaucoup d'informations qui est disponible. Donc, on peut voir ici comment les candidats se qualifient. Il y en a que pour eux autres qui disent que c'est important, 73%, que le candidat ça n'a pas d'importance qu'il y ait de l'expérience antérieure. Ben, ça veut dire que n'importe qui accède au travail ou bien ils vont juste se fier à un diplôme. Mais par contre,
Si les credentials à 54% sont somewhat important, ben c'est certain qu'il faut que ça soit vérifiable. Parce qu'il y en a souvent, puis j'en ai relu cette semaine, des organisations qui engagent des spécialistes de cybersécurité. J'ai même vu un certain titre d'expert là-dedans, puis que le bonhomme, c'est un vendeur de contrats avec des compagnies de distribution de pièces électroniques et de vendeurs de computers. Vraiment, il y en a que les compagnies vont aller se mettre une personne dans un siège sans même qu'il ait fait le travail de base de savoir c'est quoi l'évolution de la cybersécurité. Puis je ne dis pas parce qu'il ne connaît pas l'historique, je dis juste que ce type de personnage-là qui a juste une expérience d'avoir travaillé avec du PC à bas niveau, quand je dis à bas niveau, c'est avec le monsieur et madame tout le monde, non pas en industriel puis en entreprise de très grande dimension, n'ayant pas jamais touché un plan de recouvrement en cas de désastre, n'ayant pas jamais vécu une panne majeure et avec une possibilité d'avoir participé à une opération de récupération. L'expertise est développée avec des expériences comme ça. Mais quelqu'un qui fait juste lire les livres, ça fait une compétence limitée. C'est pour ça que, vous voyez, les statistiques, ils parlent beaucoup. Et il y en a qui, pourquoi, il y en a qui disent dans University Degrees, à 47%, c'est somewhat important. Bien, j'espère, parce que ça donne une connaissance de base et c'est important. De plus en plus, les programmes comme ceux que je vais vous présenter vous amènent les connaissances et l'expérience des enseignants et surtout une structure avec laquelle ça va aider la personne à entrer sur le marché du travail et aider son employeur à faire le bon travail qui s'impose. Fait que oui, en quelque part, c'est important, mais moi, j'en étais un qui était autodidacte, puis j'ai réussi très bien parce que j'ai mis les efforts, l'épaule à la roue et les efforts nécessaires pour réussir, parce que sinon, si vous dites que vous laissez les choses aller, puis on va vous dire quoi faire quand, vous allez manquer le train. Désolé, il y en a d'autres qui vont passer en avant de vous. Et les employeurs, certainement pas les employeurs, vont vous amener à une traque de certification, plutôt une traque professionnelle pour vous améliorer. Généralement, les superviseurs et l'employeur en savent très peu et savent non pas comment orienter leur employé puis leur faire un plan de carrière professionnelle. Et ça manque beaucoup dans le gros des entreprises. Donc, c'est là que vous voyez ici un peu la confiance envers les degrés universitaires. Je ne suis pas surpris de voir cette statistique-là parce que ça commence. Ça fait quelques années seulement que les universités ont développé un programme de bac, développé des programmes de maîtrise. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est plus fort. Au Canada, ça traîne de la patte, mais ça s'en vient tranquillement, pas vite. Mais le besoin est immédiat, on le sait très bien, là. Fait que c'est pour ça que l'enseignement, vraiment, le landscape de l'enseignement se prépare à vous donner justement les outils nécessaires pour aller chercher les connaissances de base et entrer sur le marché du travail bien équipé. Parce que les professionnels de la cybersécurité, lorsqu'ils rentrent sur le marché, je veux dire, soit qu'ils ont été recrutés, justement, comme la première statistique mentionne, mais aussi pour amener des nouvelles façons de faire, des nouveaux changements. Et surtout, des fois, c'est pour changer complètement de travail et par passion, parce que c'est, désolé pour vous dire, c'est une vocation, ce domaine-là, ce métier. Quelqu'un qui dit que la cybersécurité s'applique que de 8 à 4, vous n'êtes pas dans le bon domaine. Et parce que j'en suis un qui le pratique 27 heures sur 24, j'en suis une exception, un extrémiste dans ma définition, mais la personne, si elle ne se garde pas à jour et n'est pas au devant de ce qui se produit sur le marché, va être désavantagée. Parce que justement, on est toujours, nous, les professionnels de la cybersécurité, on est désavantagés, on est toujours en défensif. Parce qu'en offensif, je veux dire, c'est toujours l'attaquant présentement avec la technologie qui a l'avantage par rapport à nous, qu'on est toujours en train de rattraper le temps perdu. Fait que si on peut être en avant-plan, c'est-à-dire être au devant, être connaissant de qu'est-ce qui se passe, être connaissant dès la première minute qu'un Zero Day est publié, ben c'est là que vous avez l'avantage de protéger votre environnement. Fait que donc, les budgets, ça va toujours être le maillon faible de toute cette affaire-là parce que très peu investissent correctement pour donner les bonnes ressources et on le sait très bien, il y a une belle photo que j'ai pour vous montrer la raison pourquoi c'est de même. C'est une mécompréhension du risque informationnel et surtout mal amanché, mal agencé avec le risque réputationnel. Fait que donc, si les gestionnaires ne sont pas capables de quantifier et de qualifier ce risque-là avec une bonne évaluation des menaces et des risques, amenant le cyber à travers cette évaluation-là, ils vont être perdants. C'est certain parce qu'ils ne verront pas comment est-ce que ça s'opère.
Ce document-là est sorti tout chaudement du four hier et l'ISC2, qui est les parrains de premièrement CISSP et d'autres certifications comme ça, amène cette évaluation-là vraiment du monde du travail. Et dans leur perspective, il y a 5 grands points qui ont été retenus ici. Voyant que beaucoup de travail, comme vous voyez ici, la pénurie de praticiens est passée de 4 millions à 3,1 millions sur une base annuelle mondiale. OK, il y en a qui ont eu l'emploi, parfait, il y a un moins grand manque. Mais par contre, à mesure que la pénurie de talents s'est atténuée, le nombre de praticiens de la sécurité a augmenté de 700 000 professionnels pour atteindre 3,5 millions. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il y en a de plus en plus qui ont vu ce qu'était ce nouveau métier, ils adhèrent au métier, ils l'aiment, ils embarquent à pieds joints. C'est parfait. Par contre, la transition du mode de travail causée par la COVID-19 a été rapide, mais bien gérée dans notre profession parce qu'on peut travailler très bien à distance, ça se fait facilement. La satisfaction professionnelle et des professionnels de la cybersécurité est plus élevée que jamais parce qu'on est dans le spotlight, parce qu'on a besoin et là est essentiel. Et la positivité de tout ça, c'est que là, les gens ont finalement réalisé que ouais, le gars de sécurité, là, je pense qu'il est essentiel. Il est essentiel son rôle. Fait que ça va nous amener à nous avoir une place vraiment bien marquée, au même titre que le CFO, le CIO, CISSO, ISSO, etc., ben, ils vont commencer à avoir leur place qui leur revient justement à la table des preneurs de décision et non pas d'être un sous-palier du deuxième palier. Donc, les bénéfices pour les certifications en sécurité, il y en a qui se disent tout le temps, il faut-tu que je sois certifié pour être en cybersécurité? Ça aide beaucoup. Ça aide à établir qu'un examen tiers mené par un tiers prouve que les connaissances que vous savez, je prouve jusqu'à un certain point, parce qu'il y en a qui sont des très bonnes personnes qui mémorisent l'information, vont se présenter à l'examen, ils vont réussir à 100%. Mais il y en a des examens de certification que faut avoir un petit peu plus d'expérience de travail, comme le CISM, CISSP, CEH en titre d'exemple. Ça n'est qu'il faut avoir mis les mains dedans. Sinon, encore une fois, il y en a qui vont passer avec une très belle mémorisation. Ça appartient à tout le monde. Mais je vous le dis, sur le CISSP, c'est mon expérience qui m'a sauvé de beaucoup de questions par rapport à ce qui était présenté, malgré toute l'étude que j'en ai fait. Mais c'est comme ça qu'ils sont faits les examens. C'est voulu de mesurer justement ceux qui en sont dans le domaine, mais qui prouvent justement qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Voilà certaines certifications sur le marché par évidemment les répondants au sondage d'ISC2. Moi, je trouve que c'est normal que ce soit des CISSP parce que c'est eux autres qui parrainent l'examen, ils ont contacté leur base. Tu sais. Mais on regarde les autres certifications, on voit que c'est quand même le CCNA et le CCNP Sécurité, c'est du hands-on, donc du pratico-pratique, tout comme le CyberOps et quelques autres qui sont aussi vraiment manuels. Manuel, ça veut dire vous avez les maintenant, vous l'avez installé, vous l'avez configuré, vous troubleshooté. Ça fait partie justement des connaissances de base. La majorité des autres, comme on voit là, c'est des connaissances théoriques. C'est pour ça que le mieux que vous avez des certifications, ça prouve que vous avez votre champ de compétences élargi. Et en plus, si vous l'avez de plusieurs fournisseurs, ça aide beaucoup à prouver que vous n'êtes pas juste focusé sur un seul fournisseur et à ce moment-là, ça prouve que vous avez été chercher beaucoup ailleurs. Entre autres, voici les proportions, comment est-ce qu'il y a un manque de gens à travers le monde, des professionnels de la cybersécurité. Le gros chiffre indique ceux et celles qui sont présentement sur le marché et le chiffre entre parenthèses représente une évaluation de combien de professionnels de la sécurité de l'information manquent pour chacun des pays qu'on voit à l'écran. Et on voit au Canada, on a 101 963 praticiens de la cybersécurité au pays et il en manque plus de 16 000. Fait que la place est là, elle est disponible pour vous. Il s'agit juste que vous vous dépêchiez à aller chercher les bonnes connaissances et les expériences pour être capable d'appliquer, parce qu'il y en a des jobs, je vous le dis. Parce que les types de jobs qui arrivent de plus en plus, bien, vous allez voir, pour être un consultant, bien, de plus en plus, ça va être des consultants autonomes, comme je le suis, qui vont être à ce moment-là libres de faire le travail d'appliquer, je veux dire, d'appliquer le pratique. Et vous avez ici les types de consultants qui sont à droite. Et vous avez donc la gestion de risque, la conformité, la sécurité des opérations, l'administration de la sécurité, etc. Vous voyez que le forensic, c'est en bas, pas parce que c'est plat, mais c'est un élément qui est essentiel, mais très spécialisé, coûteux à l'investissement et à l'entretien des connaissances et des pratiques. C'est pour ça qu'il est en bas à peu d'élus. Mais je vous le dis, ça n'est un qui mérite d'être investi
de façon grandiose en termes de ressources et de personnel parce que le cybercrime prend davantage de place. Les policiers, les services policiers, c'est-à-dire, n'ont pas autant de policiers qui peuvent former pour être des spécialistes. Fait que donc, si vous en êtes une personne qui en est une ressource, ils vont faire appel à vos services. Et pour parler d'argent, ben, vous voyez un peu l'idée quand je vous parlais que c'est le rôle du le spécialiste en cybersécurité est sous-financé. Et ça en est un exemple. Les milléniaux qui rentrent dans le métier, qui se font ça c'est en termes US en passant. Fait qu'en termes canadiens, c'est quand même intéressant. Mais il reste pareil que c'est des chiffres qui sont bas, mais qu'avec les besoins qui vont se faire sentir, gênez-vous pas de demander quelque chose au-dessus de ça. Parce que sinon, on va abuser de vous dans le sens que ça ne vous aidera pas à vous garder à jour, à aller chercher les bonnes certifications, parce que le gros salaire implique des responsabilités aussi. Ce n'est pas juste de dire d'aller se payer le gros char, puis après ça en profiter. Il faut à ce moment-là investir dans notre éducation, dans notre mise à jour. Tout comme dans l'évaluation des menaces et de risques, des cybermenaces plutôt de 2020 du Centre de cybersécurité du Canada, ça vous donne le topo où en est le Canada présentement et pourquoi ils ont besoin encore de spécialistes en cybersécurité. Parce que beaucoup plus de ménages vont avoir de la connectivité Internet à haute vitesse. Le gigabit prend de la place de plus en plus. Ça, c'est dans les régions urbaines, parce qu'en campagne, comme je suis, le pigeon voyageur, des fois, est encore plus vite dans certains contextes. Après ça, vous avez quand même une tranche de la population qui prend goût et plaisir, surtout avec le confinement, à utiliser la technologie. Donc, les personnes plus âgées découvrent la tablette, découvrent que le téléphone intelligent peut apporter cette connectivité avec la famille. Donc, ça devient des cibles potentielles supplémentaires. C'est pour ça que je dis que c'est fantastique qu'ils peuvent se connecter, mais en même temps, si l'appareil est mal configuré, ça les laisse ouverts, puis ils peuvent se faire ramasser, surtout si l'éducation ne suit pas en arrière, la sensibilisation qu'on parle par rapport à toutes les spams qui peuvent rouler. Et quand je vous parlais ça vient du rapport de cybersécurité, on voit l'augmentation juste du tiers 3 de 2018 jusqu'à aujourd'hui, l'augmentation phénoménale de rançongiciels. Et c'est là qu'est vraiment présentement le gros de la bataille. Ceux qui ne croient pas qu'on est dans une bataille, on est dans une guerre d'information, ça fait une couple d'années, je vous le garantis. Et ça en fait partie présentement des attaques qui viennent nous chercher. Et pourquoi tout d'un coup les rançongiciels prennent de l'importance? Regardez la valeur du Bitcoin, comment est-ce qu'il se déplace. Quand il y a eu les grosses frappes en 2018, sa valeur a dépassé, elle était dans le 20 000 par Bitcoin. Et là, on revient, il y a un creux comme on voit. Et après ça, là, voyez-vous, là, il y a une augmentation qui devrait à ce moment-là donner toutes les raisons du monde aux cybercriminels de développer davantage de capacités de rançongiciel et de pousser ça au maximum sur le marché pour ramasser la grosse argent. Noël s'en vient, eux aussi, ils vont donner des cadeaux à leur famille. Fait que c'est comme ça que ça va se continuer. Et voilà donc nos deux façons de faire, d'approcher. Ça se traduit, on a vu le contexte de notre façon d'approcher la cybersécurité. C'est soit le long parcours de 20 ans, qui, oui, c'est long, c'est fait correct, par exemple, ou bien vous faites des expérimentations sociales avec des résultats criminels. Ceux, malheureusement, qui se font attraper, se font mettre en prison, probation, etc. Puis après quelques années, ils peuvent être alléchants pour le marché du travail. Fait qu'on en connaît quelques-uns, certainement, qui nous revient en mémoire et que ça nous donne ce portrait-là que 2 tracts pour être capable d'accéder au même marché de la consultation. Mais voyons le chemin le plus long. Troguer le fusil pour le clavier, c'est le choix que j'ai fait à un moment donné, ce qui m'a amené à être un des premiers cybersoldats au pays. C'est vraiment ça qui était fait. Et pour être, que je dis, un très bon spécialiste de la sécurité de l'information, maîtriser la base avec le hardware, donc tout le matériel, l'installation de base, les patchs, etc., l'architecture, comprendre une architecture, comment elle se branche de point A jusqu'à point d'entrée jusqu'à point de sortie, traitement de données. Tout ça, là, ça vous donne le topo, comment est-ce que vous êtes capable d'anticiper et de voir l'évolution d'une attaque dans votre organisation et ça va beaucoup plus vite à intervenir lorsque c'est le temps. Parce que, en mettant en contexte que vous êtes en même temps impliqué comme spécialiste de la cybersécurité avec les ressources humaines pour l'embauche de personnel, pour écrire les offres d'emploi. Après ça, participer aux évaluations de menaces et de risques, au plan de continuité en cas de désastre, plan de continuité de recouvrement en cas de désastre. Donc, le BRP, le Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan, l'évaluation d'impact, l'évaluation de l'impact, c'est-à-dire sur la réputation. Donc, tous ces éléments-là, quand on vous fait partie de cette équipe-là, parce que ça ne peut pas être le rôle d'une seule personne.
faut que ce soit un rôle d'équipe parce que vous avez entendu, il y a plusieurs intervenants. Le légal, il n'est pas là-dedans. Les communications, donc pour parler avec les médias, il faut qu'il soit partie prenante. La logistique, tout le monde, il faut que ça soit autour de la table et ça parle. Et souvent, ça va être le gars de la sécurité informatique qui peut en être le coordonnateur parce que c'est lui qui touche à tout. C'est ça la beauté de la job. Ensuite, dans le développement des systèmes, revoir est-ce qu'il y a un système de RFC dans l'organisation, etc. Donc, c'est lui qui va voir à ça, être un bon communicateur pour faire passer son message, amener les gens à embarquer dans la mouvance. C'est quasiment un rôle d'animateur pour être capable de convaincre les gens d'embarquer dans cette, pas non plus religion, mais quasiment de la cybersécurité, de penser changer cette culture de gestion d'information, la culture de la cybersécurité qui était implantée partout. Et ça, là, dans beaucoup d'aspects et beaucoup d'organisations, c'est le défi de 2021 de changer cette culture de la gestion d'information, de la sécurité de l'information. Donc, pour bâtir son savoir, on est à la bonne place ici aujourd'hui et depuis hier au Hackfest, avec lequel on est à ce moment-là, les gens avec les. Depuis hier, depuis le 16, on est tous avec le même mindset. Autrement dit, on est curieux de savoir comment les choses fonctionnent, comment on peut changer les choses aussi, mais c'est avec cet échange d'informations entre nous qu'on va être en mesure d'apporter ces changements-là collectivement. Tout comme des formations de sensibilisation. Je pars un programme avec le cégep, pas le cégep, mais le séminaire de Sherbrooke après les fêtes à partir de fin février, début mars. On va être capable à ce moment-là d'aller éduquer des entreprises partout en province. Le marché visé est évidemment l'Estrie, mais il va être offert à tout le monde en province. Pareil comme les programmes universitaires, comme vous voyez là, qui sont déjà bâtis, qui sont déjà offerts, dont entre autres celui que je contribue avec l'Université de Sherbrooke et qui, lui, est le micro-programme de deuxième cycle en maîtrise, en sécurité de l'information au volet prévention. Et dans ce volet-là, je développe les habiletés pratico-pratiques et surtout de réflexion pour que les gens qui en sont dans le domaine de cybersécurité, bien, qu'ils puissent à ce moment-là faire le développement et surtout de bien appliquer qu'est-ce qu'ils ont à faire rapidement. En prévention, il y a 4 cours obligatoires, comme vous voyez là, avec 3 crédits chaque et 3 optionnels, comme on a ici. Il y a un deuxième programme aussi qui est offert, et c'est un micro-programme au volet réaction, et qui, lui, va être un peu plus pratico-pratique, parce que quand on regarde les cours obligatoires, introduction aux attaques informatiques, la criminalistique en sécurité TI, réaction aux attaques et analyse, et après ça, projet de sécurité. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire? On a la partie, j'appelle ça théorique en prévention, puis après ça, on a la partie pratico-pratique au volet réaction, et les 3 optionnels ici, sécurité logicielle, réseau et architecture de sécurité. Donc, tous des éléments que le marché a besoin pour être capable de faire la job comme il se doit, sinon, ça ne marchera pas bien. Et ça, c'est la primaire que je voulais vous annoncer. Un programme en maîtrise, diplôme d'études supérieures spécialisé de deuxième cycle en sécurité informatique est annoncé cette semaine à l'Université de Sherbrooke, qui va à ce moment-là inclure les 2 micro-programmes, s'il y en a et celles qui veulent démarrer dans ces 2 programmes-là. Ça va vous amener justement à avoir un programme de deuxième cycle. Et ça parle beaucoup pour les employeurs éventuels pour aller chercher justement les meilleurs candidats et qu'ils appliquent la meilleure information et à jour. Surtout, ce n'est pas des principes de concepts d'opération. Oui, je parle d'histoire dans mes cours, mais pour comprendre des fois d'où viennent certains principes et certaines règles. Mais mes enseignements sont basés sur ce qui se passe dans l'actuel. Un de mes modules, j'ai changé justement pour le cours qui s'est donné il n'y a pas longtemps, mais c'était l'enseignement d'un SOC, un Security Operations Center. Comment est-ce que ça se bâtit? Comment est-ce que c'est déployé? Je présente celui des Forces canadiennes qui est à Leitrim, à Ottawa. Je présente celui aussi que j'ai visité à Beersheba en Israël au mois de janvier dernier. Donc, des éléments réels pour comprendre qu'est-ce que ça amène d'avoir un SOC et comment c'est important. Donc, les certifications professionnelles, ça, je vous ai mis un tableau qui en résume pas mal beaucoup d'organisations. On sait très bien la traque de SAN, mondialement reconnue, très coûteuse pour nous autres, mais en même temps, dans le pratico-pratique, on retrouve souvent donc l'ISACA, ISC2 et après ça, IC Council. Celle que je vous dis qui va se développer beaucoup là, dans les prochaines années, c'est l'IAPP, donc tout ce qui est trait à la protection de la vie privée. Ça, c'est ma prochaine track que je vais aller chercher pour être capable de connaître davantage les lois et règlements sur la protection du renseignement personnel et la protection de la vie privée. Et ceux-ci, je vous le dis, ça va prendre beaucoup parce qu'oubliez pas, lorsque le projet de loi 64 va être loi 64, bien, il va falloir un officier désigné de la protection du renseignement personnel. Et ça, c'était dans mes recommandations lorsque j'ai présenté à l'Assemblée nationale, qu'il y en ait, lorsqu'il y aura ce rôle-là,
que ces personnes aient les certifications de compétences. Parce que si, encore une fois, on parachute une personne juste pour remplir une case dans l'organigramme, ça va donner pas grand-chose. Ça va donner un résultat mitigé, puis ça ne sera pas à la hauteur de ce que s'attend et le reflet de l'esprit de la loi. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté à ce qu'il y ait justement, j'espère qu'ils vont retenir qu'il y ait une certification que le bonhomme, lorsqu'il prend le rôle, il va se faire certifier en dedans de 2 ans, quelque chose comme ça. Des certifications techniques comme ce vendeur-là qui est neutre sur la technologie, mais il s'adapte beaucoup. C'est quand même assez intéressant pour être capable d'aller chercher, voyez-vous, il y a 2 tracks, une infrastructure maintenant et une sécurité. On a le Pentest, le CYSA, etc. C'est des organisations comme ça qui se gardent à jour, beaucoup à jour, je vous dirais. Même le 601 présentement a été sorti pour le Security Plus. Qui est rare parce qu'en dans d'un an et demi, 18 mois après le 501, le 601 a fait son apparition. Le roulement est assez vite, donc il garde le tempo assez rapide pour la mise à jour. Parce que les perspectives de placement sont là, aujourd'hui, présent, maintenant, et que tout le monde, à ce moment-là, vous devez, à ce moment-là, si vous voulez en tout cas travailler dans le domaine, bien, tout est là pour que ça puisse fonctionner pour vous autres et de faire en sorte que vous ayez la bonne place pour y travailler. Je vois que j'arrive à la fin de mon chrono. Les exemples que je veux vous laisser en quittant, vous voyez ici, c'est une offre de service ici avec le Centre de cyberdéfense du gouvernement du Québec. Et cette offre de service-là va être à utiliser dans beaucoup de ministères, mais la capacité que se développe le gouvernement du Québec est fantastique parce que depuis 1 an et demi, ils revoient beaucoup de processus à l'interne. Et vous voyez, quand je parle de l'échelle de salaire, d'offrir 45 000, là, ça, c'est de rire du monde. Ça devrait être le minimum 84 000. Ça, je n'ai fait part aux personnes appropriées. Mais vous voyez que ça aussi, ça va s'adapter, je crois, avec le temps, parce qu'ils vont réaliser s'ils veulent garder, y avoir des gens de bonnes compétences, ils veulent les garder, bien, il va falloir qu'ils donnent un salaire compétitif avec l'entreprise privée. Fait que ça en est un très bel exemple. Tout comme le Centre de sécurité des télécommunications à Ottawa recherche des gens pour être capable de travailler dans le domaine. Puis comme je vous dis, gardez le salaire qui varie. Là. À Ottawa, eux autres, c'est des 83 000 minimum jusqu'à 105 000 et plus. Fait que ça donne le topo sur eux autres aussi en cherchent des spécialistes dans toutes sortes de sphères, tout comme les forces canadiennes. S'il y en a qui pensent à une carrière militaire puis qui veulent à ce moment-là faire être militaire puis faire des cyberopérations, bien, vous avez un créneau, un métier maintenant qui est là pour vous. Mais elle n'est pas là pour le salaire, je vous le garantis, parce que ce n'est pas ça qui va vous faire réaliser comme quoi que vous aimez votre job ou pas. Fait que le salaire, ce n'est pas la place pour aller chercher ça d'inforce. Par contre, l'expérience, elle est unique. L'expérience, elle est fantastique pour ça. Et c'est de cette façon-là que vous allez être en mesure de faire une belle expérience de travail. Alors, aujourd'hui, lorsqu'il y a des budgets, bien, avant les brèches, souvent, là, ça va à coup de scène. Puis une fois que la brèche est, là, comme on dit, que l'information a fui, on a le budget qui débloque. Parce que dans le chemin le plus court, tous ces bonbons-là, ils ont fait le travail criminellement, ils ont été condamnés, puis après ça, ils se replacent, ils profitent de leur expérience, oui, mais en même temps, c'est peut-être pas la bonne façon de faire parce qu'il y en a qui vont être barrés pour longtemps. Par contre, gardez votre expérience et appliquez-la pour les bonnes raisons de la bonne façon. Parce que, je veux dire, on est une petite communauté et de cette communauté-là va grandir nos efforts, par nos efforts, c'est-à-dire va grandir et nos efforts en commun, en les partageant, on est plus fort. Et c'est comme ça, n'oubliez pas que les criminels, eux autres, opèrent. Hein? Parce que ce n'est pas en invoquant toutes sortes de dieux et toutes sortes de boules de cristal qu'on peut lire qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'on a des ressources qui sont présentement à jour, qui sont offertes par différents paliers, dont entre autres le Centre de cybersécurité. Puis il y a des choix déchirants qui s'en viennent devant nous. C'est déjà amorcé parce que je ne crois plus en la sécurité par l'obscurité, mais bien, il faut protéger la vie privée tellement qu'on en a très peu et elle s'effrite à chaque jour qu'une fuite d'informations s'approche. Et pour ça aussi, les prochains conflits mondiaux vont être avec ce type de munitions-là et non pas avec de moins en moins, je devrais dire, la munition cinétique, donc les gros bing bang flash. Là. Donc, les civilisations aujourd'hui sont à risque d'être mis à feu et à sang par la personne en bas à droite. Je vous remercie beaucoup de l'opportunité de la présentation, la gang du Hackfest. Lâchez pas, c'est un besoin collectif que l'on a d'avoir ce festival. Et à tous et chacun, je vous souhaite un excellent festival et soyez cybersécuritaires. Merci beaucoup, Steve. Tu es attendu dans le Discord. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Si tu as le temps d'aller y répondre, s'il vous plaît. Certainement, moi, je vais partir à la prochaine conférence. Salut.
Salut, merci Philippe.